Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Minute Statut Actu. Ce mois-ci, nous allons faire un point sur les principales actualités jurisprudentielles. C'est parti. Commençons par cette décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2023 qui vient élargir le droit de se taire aux agents faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Pour rappel, il s'agit d'un principe qui découle de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui, à l'origine, ne trouvait à s'appliquer que devant les juridictions pénales. Pourtant, le 8 décembre, le juge constitutionnel est venu l'étendre à l'ensemble des professionnels, c'est-à-dire agents publics ou salariés privés, qui font l'objet d'une sanction ayant le caractère d'une punition. Ainsi, en qualité d'autorité territoriale, il faudra veiller à informer vos agents de leur droit de garder le silence avant de lancer une procédure disciplinaire. D'ailleurs, veillez aussi à modifier vos courriers de convocation pour insérer cette mention afin d'éviter toute irrégularité de procédure. À noter que nous sommes dans l'attente d'une décision de fond de la part du juge administratif qui viendrait encadrer l'application de ce principe, puisque jusqu'alors, le Conseil d'État avait une position différente. Poursuivons avec une autre jurisprudence. Comment apprécier les limites techniques de l'administration dans le cadre d'une demande de communication de documents administratifs ? Le Conseil d'État vient préciser dans sa décision du 20 décembre 2023 que ces limites s'apprécient au regard des moyens dont dispose l'administration au moment de la demande. En effet, pour le juge, les dispositions de l'article L311-9 du Code des relations entre le public et l'administration font seulement obligation à l'administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce et en utilisant les fonctionnalités dont ceux-ci sont dotés. Ainsi, il n'est pas imposé à l'administration de recourir à un outil informatique proposé par le demandeur ou d'en développer un afin d'atteindre cet objectif. Une décision envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ancienne adresse d'un agent est-elle considérée comme notifiée de manière régulière ? Eh bien oui, si l'administration n'a eu connaissance de la nouvelle adresse qu'après l'envoi de la décision. C'est ce qu'a considéré la Cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 14 février 2024. Ainsi, un agent qui fait l'objet d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste doit veiller à informer son administration de ce changement d'adresse ou prendre les dispositions utiles auprès des services postaux pour faire suivre son courrier. À défaut, la preuve de la notification de la décision est considérée comme ayant été apportée de manière régulière dès lors que la lettre a été présentée au domicile de l'agent. Parlons désormais veille. Un rapport relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels dans la fonction publique territoriale a reçu un avis favorable lors de la séance plénière du CSFPT du 28 février dernier. Celui-ci fait état des évolutions des conditions de travail au sein de la fonction publique. N'hésitez donc pas à le consulter pour connaître les préconisations qui seront mises en œuvre prochainement en la matière. Notez également qu'une proposition relative au régime indemnitaire des policiers municipaux sera présentée au CSFPT lors de sa séance du 27 mars prochain. On termine avec un point sur la réforme de la fonction publique. La reconduction de Stanislas Guerini en qualité de ministre de la Transformation et de la fonction publique a relancé les négociations de la réforme de la fonction publique. Pour l'essentiel, les travaux porteront sur la carrière, les conditions de travail et surtout la rémunération. D'ailleurs, le ministre ainsi que les syndicats se sont rencontrés le 14 mars dernier afin de commencer les négociations salariales. Pour ce qui est du calendrier prévisionnel, la fin du premier trimestre sera marquée par les échanges préparatoires à l'ouverture des négociations sur l'organisation du travail. L'ensemble de ces négociations se poursuivront au second trimestre et le troisième trimestre sera enfin l'occasion d'ouvrir les négociations autour de l'égalité femmes-hommes. Le projet de loi est quant à lui attendu pour le deuxième semestre, alors restez vigilants. Voilà pour quelques-unes des dernières actualités. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast pour les affilier en passant par le site internet du CIG Petite Couronne dans l'espace abonnés. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un grand format de Minute Statut. Nous aborderons le temps de travail des agents publics en compagnie d'intervenants experts en la matière. À très bientôt. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.